avec une intervention intitulée Les enjeux de la dénomination des identités linguistiques en Algérie. Je suppose que Madame Chachou va dresser pour nous les différents défis auxquels sont confrontées, je pense, les différentes dénominations, c'est ça? Si tu veux. C'est comme vous voulez, vous décidez, je parle. Identité linguistique et culturelle voilà. de l'Algérie. Voilà. Allez-y, à vous, madame. 15 minutes. Ah non, 15, merci beaucoup. C'est très généreux. Ah bon? D'accord, c'est noté. C'est noté. En tout cas, merci beaucoup, Madame la Présidente, chers collègues, chers étudiants. Voilà, bonjour. Et puis, pardon? Oui. Agrandir? Attendez. Voilà, ok. Donc, voilà. Merci à Madame Gharaoui, Amina et Nahari Najia d'avoir pensé à organiser ce colloque. Et donc, pour ne pas perdre de temps, je vais commencer directement ma communication qui porte sur les enjeux de la dénomination des identités linguistiques en Algérie. Donc, je vais expliquer un petit peu le problème du flou dénominatif auquel sont confrontés les chercheurs dans le domaine qui est le nôtre, le domaine de la sociolinguistique notamment. Alors, rapidement, le plan de ma communication, donc je vais présenter quelques éléments de problématisation et puis faire un bref, mais très bref retour sur la complexité des dénominations en Afrique du Nord, les rapports qui sont donc régis par des rapports de domination, pouvoir qu'a connu donc l'Afrique du Nord tout au long de son histoire. Je parlerai, mais très brièvement aussi, de la période coloniale et de l'entérinement de l'opposition langue-dialecte dont nous avons hérité. C'est une opposition qu'on retrouve toujours hélas, dans les travaux académiques et universitaires. Je vais parler de l'état de la dénomination dans l'Algérie post-indépendante, mais là aussi très rapidement. Et puis aussi ce problème du flou dénominatif dans la recherche académique universitaire. Et enfin, les enjeux liés à la dénomination réfléchie et consensuelle pour une meilleure prise en charge des langues en usage en Algérie dans le cadre de politique linguistique, mais de politique universitaire aussi. Je vais faire ça très très rapidement. Tout à l'heure, notre doctorant de Biskra a cité Michel Foucault, je le cite aussi pour insister sur l'importance de nommer les choses. Il faut nommer les choses pour les connaître dans les mots et les choses. Donc, il y a une partie très très importante sur la dénomination que nous, sociolinguistes, gagnons à explorer aussi pour voir un peu les dimensions un peu épistémologiques, philosophiques du processus de dénomination. Quelques citations, mais je passe rapidement. Ernest Cassirer, qui en 1925 déjà disait que les choses ne mènent pas des existences complètement indépendantes de leur nom et que la dénomination aussi décide parfois de l'ordre des choses. L'ordre des choses n'est pas indépendant de la dénomination qu'on fait des choses. André Tabouri-Keller aussi, dans un article important aussi sur le nom, elle explique que les noms de langue servent à individualiser et servent à ordonner les choses aussi par le biais du discours aussi que l'on produit sur les langues. Donc je vais essayer d'aller très rapidement. Alors la dénomination des langues constitue des enjeux importants pour chaque société. Elle est souvent liée avec l'identité, ou elle est en lien avec l'identité des groupes qui pratiquent ces langues. Et très souvent, les glossonymes et les ethnonymes, c'est-à-dire les noms de langues et les noms des groupes qui parlent, des communautés linguistiques qui parlent ces langues, ne sont pas toujours, sont parfois les mêmes, mais ils sont liés, mais ils divergent parfois, notamment on va le voir pour le cas de l'Algérie ou du Maghreb de manière générale. Alors les enjeux symboliques aussi, ils sont à l'œuvre dans le choix de la désignation. Et la complexité de la situation des langues en Algérie fait qu'il y a aussi une pluralité de désignants qui servent à nommer les langues. Donc ethnonymes et glossonymes correspondent à cette diversité des réalités et des représentations aussi qu'en font les acteurs sociaux de ces langues. Ce sont des dénominations qui sont héritées du passé et qui sont parfois visitées, revisitées à l'aune de nouvelles considérations, de changements politiques par exemple. Et ces dénominations participent aussi de l'écriture du récit identitaire qui parfois il est écrit, réécrit, revisité, revu à la lumière
des changements qui surviennent en société. Alors, il y a nécessité d'effectuer un travail scientifique sur la question de la dénomination des langues, dans la mesure où les glossonymes constituent des outils pour décrire la situation plurilingue d'un pays donné. Donc, c'est des outils opératoires qui sont importants. Nommer approximativement les langues revient aussi à entretenir la confusion entre ces dernières. Mais il se trouve qu'on va le voir très rapidement, il s'agit d'un problème qui date des premiers écrits sur l'Afrique du Nord. Donc c'est pas un problème nouveau, la multiplicité, la fluctuance des dénominations, des langues et des groupes ethniques, entre guillemets, qui se trouvent en Afrique du Nord. La sociolinguistique du Maghreb a hérité aussi depuis quelques décennies d'une réflexion, a hérité depuis quelques décennies, mais sans qu'une réflexion rigoureuse ne soit menée sur les enjeux actuels en rapport avec un éventuel projet global d'aménagement linguistique touchant aux différentes aires linguistiques en Algérie. Donc on a hérité de ces dénominations sans les soumettre à l'analyse, à l'examen critique, notamment dans les domaines qui sont les nôtres. Ce projet pourrait être initié par des linguistes en guise de proposition qui vise à mieux gérer le plurilinguisme dans le domaine social et universitaire aussi. Alors très très rapidement, donc pour parler un peu de la complexité des dénominations en Afrique du Nord, on a la sphère, si vous voulez, berbérophone, et on a de multiples ethnonymes. Nous avons toujours été dénommés par les autres, et nous avons toujours été dénommés, ce sont les tribus, on va dire les grandes tribus, qui ont joué un rôle important dans l'histoire, qui ont été dénommées. Donc on a les bous, rebous dans les textes égyptiens, mchawouch du nom d'une tribu berbère, mais on a le nom Amazir par exemple, ou l'ethnonyme Amazir, qu'on retrouve sous plusieurs formes chez les écrivains latins. Et puis Amazir aussi, qui veut dire en réalité seigneur blanc par rapport aux esclaves, mais c'est un terme qui a été introduit après, donc dans les années 70 aussi, pour réécrire le récit identitaire berbère, si vous voulez. Alors, pour ce qui est du punique aussi, donc les Africains, les habitants de l'Afrique du Nord ont été dénommés africains, mais puniques aussi. Et d'ailleurs, il y a des confusions, comme dans cette phrase, deuxième phrase, les Africains ont montré leur mauvaise foi punique. Ça, c'est un Romain qui le dit. On parle d'Africains barbares, de gens barbares. On parle des peuples barbares, ça c'est Saint-Augustin qui le dit, d'Africains barbares. Et donc il y a une multiplicité d'ethnonymes qui renvoient aux puniques, aux berbères, aux Africains, et on ne sait pas trop à quoi renvoient tous ces termes avec précision. Là aussi, punique, africain, numide, donc beaucoup de dénominations. J'ai fait une communication sur ça que vous pouvez trouver sur Facebook, vous avez le lien, mais je vais essayer d'aller vite. Madame la Présidente, il me reste... Il me reste... 5 Non. Moins, plus 10 minutes. Ah bon? Oui. D'accord, merci. Alors, la période coloniale... donc dans la période coloniale aussi, il y a eu un entérinement de l'opposition. Donc si c'est comme ça, ben, je vais revenir sur la sphère punicophone. Voilà, période latine donc de l'Afrique du Nord. Donc dans une série de textes latins, on a le terme punique qui sert à désigner les Africains, les habitants de l'Afrique du Nord, qui sont en réalité des Berbères. Mais voilà, il y a toute cette histoire de qui sont les Berbères, qui sont les Puniques, est-ce que voilà combien il y avait de Puniques sur combien de Berbères, etc. Et toute cette thèse de l'origine, on va dire, de la présence punique au Maghreb. Mais en réalité, donc c'est des Berbères. Il y avait une minorité de Phéniciens. Voilà. Après le punique, c'est un terme qui va désigner le contact entre Phéniciens et Berbères. Mais en réalité, ce sont des Numides dans leur majorité, comme le montre l'état de la dénomination, comme le montrent les ethnonymes, comme le montrent les patronymes, etc., qui sont rapportés dans les textes d'histoire. Donc, on mentionne qu'il y a eu un syncrétisme aussi entre les différents habitants de l'Afrique du Nord, d'où aussi cette multiplicité des glottonymes, des ethnonymes, des glossonymes ou glottonymes, hein, je le dis pour les étudiants. Alors, aussi, dans les textes latins, ils ont été écrits par des écrivains, par des hommes politiques, par des géographes, des grammairiens, par des poètes. Donc, on a une diversité de statuts des écrivains qui ont parlé de l'Afrique du Nord. Et donc, chacun, de son point de vue, va dénommer différemment les habitants et les langues des habitants de l'Afrique du Nord. Alors, Saint-Augustin, encore cité par Lancel, parle d'Africa barbaras gentes, c'est-à-dire en Afrique, il dit aussi
nous connaissons bien des peuples barbares n'ayant qu'une seule langue. Alors, à l'époque aussi, quand on parle de Carthage, il y avait le punique, certes, mais la langue de prestige à Carthage, c'était le grec. Le néo-punique, il était aussi concurrencé, on le sait à travers des documents latins, par le grec et le latin. Et il y avait aussi une insécurité linguistique importante chez les auteurs numides d'expression latine. Ça aussi, ça fait l'objet de la citation, de la communication dont j'ai parlé. Alors, durant la période coloniale aussi, il y a eu l'entérinement de l'opposition langue-dialecte, donc le modèle jacobin français, qui a été, donc, on va dire, appliqué à l'Algérie, au pays dit arabe. Et il y avait donc, voilà, il y avait l'arabe, toute cette distinction entre l'arabe vulgaire et l'arabe littéraire. Donc entre 1830, je le dis, vers la fin, et 1871, l'arabe algérien a failli être enseigné à l'école française, dans les écoles algéro-françaises. Et il y avait deux visions, celle des pragmatiques qui voulaient enseigner l'arabe algérien, dit vulgaire, irrégulier, et les puristes qui voulaient enseigner l'arabe classique ou voilà, littéraire. Et par la suite, on a opté pour l'école française. Et le français à l'école, c'était, pour William Marsay par exemple, une question de civilisation. Il fallait une langue de civilisation parce que la langue problème ou la diglossie de l'arabe posait problème. Voilà. Alors, donc à partir de 62-63, la politique d'arabisation volontariste, je ne vais pas revenir là-dessus, le français qui subit un processus d'étrangérisation jusqu'à présent, avec sa substitution par l'anglais récemment. Il y a le déni des langues premières, ça continue. À partir de 2002, la reconnaissance de Tamazight et de ses dites variétés, là aussi il y a un problème, on va le voir. Et la politique de substitution de l'anglais, du français par l'anglais. Là aussi, il y a des politiques linguistiques volontaristes qui sont menées et des rapports polyglossiques qui sont encore là. Même si certains récusent un petit peu la notion de diglossie et disent qu'elle n'est plus opératoire, moi je pense qu'elle l'est. On va continuer le débat dans le colloque d'Oran. Alors, le flou terminologique se poursuit concernant les langues premières, notamment en Algérie. L'arabe algérien, l'arabe standard, le français, l'anglais, ça ne pose pas de problème, mais pour les langues premières, il y a un sérieux problème. Donc, arabe dialectal, dans les travaux académiques, là aussi, le problème se pose, parce que quand on dit arabe algérien, ce n'est pas l'arabe dialectal, ça n'a rien à voir. Quand on dit l'arabe dialectal, c'est une variété de l'arabe institutionnel. Nous savons très bien que l'arabe algérien n'est pas, ou ne découle pas de l'arabe institutionnel, mais il s'est formé au Maghreb à travers son contact avec le berbère, notamment. Donc il y a une fluctuation aussi qui sert à le désigner. Je passe... Pour Tamazight, par exemple, les variétés linguistiques, de quel Tamazight on parle? Dans l'article 4, il y a Tamazight également langue nationale et officielle, ce sont les textes de loi. L'État œuvre à sa promotion et son développement dans toutes ces variétés linguistiques en usage sur le territoire national. Alors, les questions que je me pose, quand on parle de Tamazight, qui est également langue nationale et officielle, et des variétés linguistiques de Tamazight, à quel Tamazight on fait référence ici? Est-ce qu'on fait référence au Tamazight qui est la variété académique standard enseignée à l'école et qui n'est la langue maternelle d'aucune communauté berbérophone, ou est-ce qu'on parle des différentes langues berbères? Donc est-ce qu'on parle du standard qui est à construire ou qui est là, alimenté par de la néologie notamment, ou est-ce qu'on parle des langues berbères réellement pratiquées, c'est-à-dire le kabyle, le chaoui, le mozabite, etc. Donc, comment des langues effectives pourraient être des variétés de langues conçues en laboratoire? La question, on se la pose aussi par rapport au texte et à la formulation de la dénomination dans le texte. Donc, s'il s'agit de langues effectives, elles ne sont pas des variétés. Donc là, il y a aussi une petite contradiction. L'appellation ici même de variété linguistique suppose une unité structurale ancienne qui pose problème parce qu'on n'a pas la preuve qu'à un moment donné on parlait un seul Tamazight. C'est possible, mais ça ne peut pas être prouvé. Voilà, ça ne peut pas être prouvé sur le plan scientifique parce que ça sort du cadre de l'histoire et nous n'avons pas de preuves pour attester de l'existence d'un berbère unifié à un moment donné de l'histoire. Alors, à moins que dans le texte, Tamazight, c'est l'équivalent de la langue berbère, une appellation qui est politiquement correcte et qui arrange aussi bien
les décideurs, les politiques, que les militants aussi, parce que Tamazight aussi, il fallait une langue pour qu'elle soit reconnue comme langue nationale, etc. Donc, ça arrange les deux. Mais on est là aussi travaillé par l'idéologie diglosique. Alors, voilà, donc les noms des langues remplissent des fonctions sociolinguistiques et politiques. Labouré Keller, je vous invite à lire, il date de 96, mais c'est un article intéressant. Le nom d'une langue, dit Keller, c'est le nom d'une langue et ainsi toujours le nom d'une autre réalité géographique, ethnique, politique, linguistique, institutionnelle, sociolinguistique, et ainsi de suite. La nomination est une élaboration, c'est une construction sociale. Elle vient des acteurs sociaux, mais elle vient aussi des linguistes qui peuvent aussi reproduire les stéréotypes. On en parlait ce matin dans la dénomination, la désignation des langues. Alors, élément de conclusion, donc je cite ici Philippe Blanchet qui parle de l'identification des variétés linguistiques. Et il dit qu'il faut définir ce sur quoi doit porter l'intervention glottopolitique. C'est-à-dire, avant même de mener une politique linguistique, il faut savoir sur quoi elle va porter, sur quelle variété, sur quelle langue. D'accord? Alors, il met en garde, il dit que il ne faut pas nécessairement un standard pour faire une politique linguistique où la politique linguistique ne porte pas forcément sur un standard, mais on peut standardiser des variétés linguistiques. On peut parler de langue régionale au lieu de langue standard nécessairement ou nationale. Et il met en garde aussi contre ceux qui insistent sur l'enseignement au détriment des usages sociaux. Et pour conclure, les questions qu'on se pose, sur quelle variété, sur quelle langue porte l'intervention ou pourrait porter l'intervention glottopolitique en Algérie. Il faut aussi faire attention au décalage qui existe entre le glossonyme et la structure linguistique. Donc, est-ce que c'est un standard à fabriquer ou est-ce que c'est une approche polynomique? C'est une dénomination générique polynomique comme berbère par exemple, et on sait que ça renvoie à plusieurs langues. Il faut aussi garder en tête ou avoir en tête l'idée que les visions ethnoculturelles l'emportent très souvent sur les critères descriptifs linguistiques dans la désignation des noms de langue. On reconduit très souvent les idéologies diglossiques à travers la hiérarchisation qui résulte de la catégorisation. On n'en échappe pas parfois, mais il faut avoir ça en tête. La nomination des langues qui sont des symboles majeurs, je reprends Tabouré Keller, est-ce qu'elle devrait être affaire de linguistes? Là, c'est une question aussi qu'on se pose. Et dernière question, l'objectif, c'est de contrôler la variation dénominative, les flous terminologiques et les décalages qui risquent d'y avoir, qui existent entre les corpus et les statuts. Et je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Madame Chachou, d'avoir pointé du doigt, je dirais, donc les différentes implications, voilà, assurées, ou différentes nominations des différentes identités qui se trouvent en Algérie, je pense. Voilà.